dans les rues brumeuses de Londres, où les néons se mêlent à l'écho des pas sur les pavés, une rumeur persiste, aussi discrète qu'un murmure porté par le vent. Jean-Jacques Goldman, l'icône de la chanson française, l'homme derrière des mélodies qui ont marqué des générations, vivrait ici, loin des projecteurs, dans une retraite choisie. À 74 ans, celui qui a composé des hymnes intemporels comme « Je te donne » ou encore « Un matin » semble avoir troqué la scène pour l'anonymat. Sa fille, dans une déclaration rare et énigmatique, a récemment confirmé ce que beaucoup soupçonnaient. Son père réside à Londres, dans une solitude volontaire, et n'écoute de la musique que lorsqu'il est saisi par le souvenir de sa femme. Cette phrase, lourde de sens, ouvre la porte à une exploration de la vie d'un artiste qui a choisi de disparaître tout en laissant derrière lui un héritage indélébile. Ce reportage plonge dans les méandres de cette retraite, retraçant le parcours de Goldman, les raisons possibles de son exil et la manière dont il continue d'exister, à sa façon, à travers les échos de sa musique et les souvenirs de ceux qui l'ont connu. Le mystère entourant Jean-Jacques Goldman n'est pas nouveau. Depuis qu'il s'est retiré de la vie publique au début des années 2000, les spéculations sur son lieu de résidence et son mode de vie ont alimenté les conversations. Certains parlent d'un homme brisé par la perte, d'autres d'un artiste en quête de paix intérieure, loin de l'agitation médiatique. À Londres, ville à la fois cosmopolite et discrète, il aurait trouvé un refuge. Les témoignages, bien que rares, convergent. Goldman vit simplement, évite les regards et ne s'entoure que de quelques proches. Sa fille, dans une confidence glissée lors d'une interview, a évoqué une image poignante, celle d'un homme qui n'écoute de la musique que lorsque la mémoire de sa femme, disparue il y a plusieurs années, ressurgit. Cette révélation, à la fois intime et universelle même, invite à réfléchir sur la place du deuil, de la création et du silence dans la vie d'un homme dont la voix a porté si loin. Ce reportage, construit à partir de témoignages, d'archives et d'observations sur le terrain, cherche à comprendre qui est cet homme aujourd'hui et pourquoi il a choisi de s'effacer. À travers 7 chapitres, nous explorerons son passé glorieux, les raisons de son départ, son quotidien à Londres et les traces qu'il laisse encore dans le cœur des Français. L'histoire de Jean-Jacques Goldman n'est pas seulement celle d'un musicien d'exception. Elle est aussi celle d'un homme confronté à ses propres ombres, cherchant un équilibre entre la lumière de la célébrité et l'obscurité de l'introspection. Jean-Jacques Goldman est né le 11 octobre 1951 à Paris, dans une famille où la musique et l'engagement politique se mêlaient harmonieusement. Fils d'immigrés juifs polonais, il grandit dans un environnement où les valeurs de solidarité et de culture étaient omniprésentes. Dès son adolescence, il se passionne pour la musique, apprenant la guitare et le piano, tout en s'imprégnant des influences des Beatles, de Bob Dylan et des chansons françaises à texte. Son talent pour écrire des mélodies accessibles mais profondes se révèle tôt. Dans les années 1970, il fait ses premiers pas dans la musique avec le groupe Tai Fong, un projet rock progressif qui, bien que modeste en succès commercial, pose les bases de son style. Des mélodies ciselées, des textes introspectifs et une voix chaude, immédiatement reconnaissable. C'est dans les années 1980 que Goldman devient une figure incontournable de la scène française. Son album Démodé, sorti en 1980, marque le début d'une série de succès. Des titres comme « Il suffira d'un signe »
ou Quand la musique est bonne, capturent l'esprit d'une époque, mêlant optimisme et mélancolie. Goldman excelle dans l'art de parler à tous. Ses chansons, souvent simples en apparence, touchent au cœur par leur sincérité. Il écrit pour lui-même, mais aussi pour d'autres, devenant un parolier recherché. Des artistes comme Johnny Hallyday, Céline Dion ou Patricia Cass interprètent ses compositions, qui deviennent des tubes planétaires. Je te donne, coécrite avec Michael Jones, est un exemple parfait de son génie, un hymne à l'amour et à l'amitié, porté par une énergie communicative. Au-delà de la musique, Goldman se distingue par son engagement. Il soutient des causes humanitaires, notamment à travers les Restos du Cœur, l'association fondée par Coluche, dont il devient l'un des piliers. Chaque année, il compose des chansons pour les enfoirés, transformant sa notoriété en un outil au service des plus démunis. Pourtant, malgré cette popularité, il reste un homme discret, fuyant les médias et les mondanités. Les interviews qu'il accorde sont rares, et il préfère laisser sa musique parler pour lui. Cette pudeur, presque anachronique dans une industrie avide de visibilité, devient sa marque de fabrique. À l'apogée de sa carrière, il est à la fois omniprésent dans les foyers français et insaisissable. Un paradoxe qui intrigue et fascine. Ce chapitre de sa vie, celui de la gloire, est aussi celui d'une quête d'authenticité. Goldman n'a jamais cherché à se conformer aux attentes. Ses chansons, bien que commerciales, portent une vérité universelle, celle des émotions humaines dans leur simplicité. Mais derrière cette façade de succès, des failles commencent à apparaître. La pression de la célébrité, les exigences de l'industrie musicale et les drames personnels, notamment la perte de sa femme, marquent un tournant. Ces éléments, bien que peu évoqués publiquement à l'époque, plantent les graines de son futur retrait. Au début des années 2000, Jean-Jacques Goldman commence à s'éloigner de la scène. Son dernier album solo, Chansons pour les pieds, sorti en 2001, est un succès, mais aussi un adieu implicite. Contrairement à ses œuvres précédentes, cet album explore des genres variés, comme le jazz manouche ou le folklore celtique, comme s'il cherchait à clore un chapitre de sa carrière en célébrant la diversité musicale qui l'a toujours inspiré. Peu après, il annonce qu'il se retire de la scène, invoquant un besoin de se consacrer à sa famille et de retrouver une vie plus simple. Cette décision surprend, mais ne choque pas. Goldman a toujours privilégié l'authenticité à la gloire. Londres devient alors son refuge. La capitale britannique, avec son anonymat relatif et sa richesse culturelle, offre un cadre idéal pour un homme en quête de discrétion. Selon des témoignages, il s'installe dans un quartier résidentiel du nord de la ville, loin des quartiers touristiques. Sa maison, décrite comme modeste mais confortable, est entourée d'un petit jardin où il passe de longues heures à lire ou à écrire. Les voisins, bien qu'au courant de son identité, respectent son intimité. L'un d'eux raconte qu'il le croise parfois lors de promenades matinales, toujours seul, un livre ou un carnet à la main. Cette image d'un Goldman contemplatif, presque monacal, contraste avec celle de l'artiste énergique des années 80. Pourquoi Londres? La réponse semble résider dans un mélange de facteurs. D'abord, la ville offre une distance géographique et culturelle avec la France, où sa notoriété rendait l'anonymat impossible. Ensuite, Londres, c'est un carrefour culturel, où il peut nourrir son esprit curieux sans attirer l'attention. Enfin, des proches laissent entendre que cette ville était chère à sa femme, décédée tragiquement.
Ce lien émotionnel, bien que rarement évoqué, semble central dans son choix. La phrase de sa fille « Il n'écoute de la musique que lorsqu'il pense à elle » prend ici tout son sens. La musique, autrefois son langage universel, est devenue un rituel intime, une passerelle vers des souvenirs qu'il chérit en silence. Ce retrait n'est pas total. Goldman continue d'écrire pour les Enfoirés, envoyant ses compositions depuis Londres. Il suit également de loin les carrières de ses enfants, dont certains ont suivi ses traces dans la musique ou le spectacle. Mais il refuse systématiquement les invitations à remonter sur scène ou à accorder des interviews. Cette discipline de l'effacement impressionne autant qu'elle interroge. Est-ce une fuite, une quête spirituelle, ou simplement la volonté de vivre selon ses propres termes? À Londres, Goldman semble avoir trouvé un équilibre fragile entre le besoin de solitude et le poids d'un héritage qu'il ne peut totalement abandonner. Le quotidien de Jean-Jacques Goldman à Londres est empreint d'une simplicité presque austère. Selon des proches, il se lève tôt, souvent avant l'aube, pour profiter du calme de la ville. Ses journées sont rythmées par des rituels, une promenade dans un parc voisin, des lectures éclectiques allant de la philosophie à la littérature anglo-saxonne, et parfois des moments où il s'assoit à son piano. Ce piano, un vieil instrument qu'il aurait fait venir de France, est au centre de son refuge. Mais il ne joue plus comme avant. Les notes qu'il tire de l'instrument sont rares, hésitantes, comme si chaque mélodie était un dialogue avec le passé. Sa maison, située dans un quartier comme Highgate ou Hampstead, est décrite comme un lieu chaleureux mais sans ostentation. Les murs sont ornés de quelques photos de famille et d'affiches de concerts anciens, vestiges d'une vie qu'il a laissée derrière lui. Il cuisine souvent lui-même, privilégiant des plats simples, inspirés de ses origines méditerranéennes. Les voisins, habitués à sa discrétion, racontent qu'il échange parfois quelques mots sur la météo ou le jardinage, mais jamais sur son passé. Cette capacité à se fondre dans le décor, à devenir un homme ordinaire, est peut-être son plus grand exploit. La musique, pourtant, reste une présence fantomatique dans sa vie. Sa fille a révélé qu'il n'écoute de la musique que lorsque le souvenir de sa femme devient trop fort. Ces moments rares et précieux sont souvent accompagnés de vieux vinyles ou de playlists qu'il a soigneusement conservées. Les chansons de Jacques Brel, de Léonard Cohen, ou même ses propres compositions, résonnent alors dans la maison comme un écho d'une vie antérieure. Ces instants, décrits comme intenses par ceux qui l'ont vu, sont une fenêtre sur l'âme d'un homme qui n'a jamais cessé d'aimer ni de créer, même dans le silence, mais cette retraite n'est pas exempte de contradictions. Goldman, bien que retiré, reste connecté au monde à sa manière. Il lit les journaux français, suit l'actualité culturelle et échange régulièrement avec ses enfants. Il est conscient de l'impact de son œuvre, des fans qui continuent de chanter ses chansons, des hommages qui lui sont rendus. Pourtant, il refuse de revenir sous les projecteurs. Cette tension, entre l'absence et la présence, entre le silence et la mémoire, définit son existence à Londres. Il est à la fois partout et nulle part, un fantôme bienveillant qui hante encore la chanson française. Dans l'ombre de sa retraite londonienne, Jean-Jacques Goldman reste une figure omniprésente dans le paysage culturel français, même s'il a choisi de s'effacer. Ses chansons, gravées dans la mémoire collective, continuent de résonner sur les ondes radio, dans les karaokés, et lors des soirées où les générations se retrouvent. Des titres comme
Je te donne ou encore Un matin ne sont pas de simples chansons. Ils sont des marqueurs d'époque, des hymnes qui ont accompagné des moments de joie, de peine ou de transition pour des millions de personnes. À Londres, loin de cet engouement, Goldman semble avoir pris ses distances avec cet héritage, mais il ne peut l'ignorer totalement. Les témoignages de ses proches et de ses collaborateurs révèlent un homme conscient de l'impact de son œuvre, mais réticent à s'en attribuer le mérite. Les Enfoirés, projet humanitaire auquel il reste fidèle, sont l'un des rares liens tangibles entre Goldman et son public. Chaque année, il envoie des compositions ou des arrangements depuis son refuge anglais, des chansons qui, bien que moins fréquentes, portent toujours sa signature, une mélodie entraînante, des paroles qui touchent au cœur, et une simplicité apparente qui cache une profondeur émotionnelle. Ses contributions, souvent anonymes, sont un rappel que Goldman n'a pas totalement rompu avec la musique. Un musicien ayant travaillé avec lui sur ses projets décrit son processus créatif comme inchangé. Il envoie des maquettes soignées, accompagnées de notes précises, mais refuse toute apparition publique. Cette discipline, presque monastique, intrigue. Pourquoi continuer à créer pour les autres tout en se tenant à l'essor de la lumière? Les fans, eux, n'ont pas oublié. Sur les réseaux sociaux, des groupes dédiés à Goldman partagent analyses, reprises et anecdotes. Une femme d'une 50aine d'années raconte comment, puisque tu pars, l'a aidé à surmonter une rupture dans les années 90. Un jeune musicien, né bien après l'apogée de Goldman, explique avoir découvert ses chansons sur une vieille cassette et y avoir trouvé une inspiration pour ses propres compositions. Ces témoignages, qui affluent de France et d'ailleurs, montrent que l'absence physique de Goldman n'a pas diminué son influence. À Londres, il est probable qu'il ait connaissance de cet amour persistant, peut-être à travers ses enfants, ou des messages qui lui parviennent indirectement. Mais il choisit de ne pas répondre, préférant laisser ses chansons parler pour lui. Cette distance n'est pas sans susciter des débats. Pour certains, Goldman trahit son public en refusant de revenir, ne serait-ce que pour un concert ou une interview. Pour d'autres, cette retenue est une preuve de son intégrité. Il n'a jamais cherché la gloire pour la gloire, et son retrait est cohérent avec l'homme qu'il a toujours été. Un ancien collaborateur, qui a partagé la scène avec lui dans les années 80, évoque une conversation où Goldman confiait son malaise face à l'idolâtrie. Il disait que les chansons appartiennent à ceux qui les écoutent, pas à celui qui les écrit. Cette philosophie, ancrée dans l'humilité, éclaire son choix de vivre dans l'ombre. Mais elle soulève aussi une question. Goldman a-t-il trouvé la paix qu'il cherchait? Ou son silence est-il une forme de refuge face à une douleur qu'il ne peut exprimer? La phrase prononcée par la fille de Jean-Jacques Goldman, « Il n'écoute de la musique que lorsqu'il pense à elle », est une clé pour comprendre l'homme qu'il est devenu. La perte de sa femme, survenue il y a plusieurs années, a marqué un tournant dans sa vie. Bien que les détails de ce drame restent privés, protégés par la discrétion légendaire de Goldman, il est clair que cet événement a profondément transformé sa relation au monde et à la musique. À Londres, dans la solitude de son quotidien, le souvenir de sa femme semble être à la fois une blessure et une source de réconfort, un paradoxe qui définit son existence. Ceux qui l'ont côtoyé décrivent un homme dont le regard s'illumine lorsqu'il évoque son passé, mais qui se referme rapidement, comme pour protéger une douleur trop vive. La musique, autrefois son moyen d'expression principal, est devenue un territoire intime, presque sacré.
Lorsqu'il s'assoit à son piano, ce n'est pas pour composer de nouveaux tubes, mais pour renouer avec des émotions enfouies. Les vinyles qu'il écoute, qu'il s'agisse de ses propres chansons ou de celles d'artistes qu'il admirait avec sa femme, sont comme des reliques d'un temps révolu. Une amie de la famille raconte qu'il possède une collection de disques soigneusement rangés, où chaque album est associé à un moment précis de sa vie. Écouter ces morceaux, c'est pour lui replonger dans des souvenirs qu'il chérit, mais qui le consument aussi. Le deuil dans la vie de Goldman n'est pas seulement une perte personnelle. Il semble avoir redéfini sa vision de l'art et de la célébrité. Dans les années qui ont suivi la disparition de sa femme, il s'est progressivement retiré des projecteurs, comme si la lumière de la scène était devenue insupportable sans elle. Un psychologue, spécialiste du deuil, explique que pour certains, la perte d'un être cher peut entraîner un repli volontaire, une manière de préserver ce qui reste de l'autre dans l'intimité. Pour Goldman, Londres offre cet espace de recueillement, loin des attentes et des regards. Sa maison, avec ses murs chargés de souvenirs, est un sanctuaire où il peut être lui-même, sans le masque de l'artiste. Pourtant, ce retrait n'est pas synonyme d'isolement total. Ses enfants, dont certains vivent à Londres ou dans d'autres villes européennes, restent une encre dans sa vie. Ils le décrivent comme un père attentif, qui suit leurs projets avec intérêt, mais qui parle peu de lui-même. Ses rares confidences, comme celles rapportées par sa fille, laissent entrevoir un homme qui n'a pas cessé d'aimer ni de souffrir. La musique, dans ces moments, devient un pont entre le passé et le présent, un moyen de donner forme à une absence. Mais elle est aussi un rappel de ce qui a été perdu, une mélodie douce amère qui accompagne ses jours. Londres, avec ses ruelles sinueuses, ses parcs verdoyants et son anonymat bienveillant, est plus qu'un simple lieu de résidence pour Jean-Jacques Goldman. C'est une métaphore de son état d'esprit. La capitale britannique, à la fois vibrante et discrète, offre un contraste frappant avec la vie qu'il menait en France, où chaque sortie était scrutée, chaque geste commenté. Ici, il peut marcher dans les rues de Highgate ou s'asseoir dans un café sans être reconnu ou du moins sans être dérangé. Cette liberté, rare pour une figure de son envergure, est au cœur de son choix de s'installer dans cette ville. Le quartier où il vit, bien que jamais officiellement confirmé, est souvent décrit comme un havre de paix. Les maisons victoriennes, les jardins soignés et l'ambiance feutrée des rues résidentielles correspondent à l'image d'un homme en quête de sérénité. Un libraire local, qui a aperçu Goldman à plusieurs reprises, raconte qu'il achète régulièrement des ouvrages de poésie ou d'histoire, toujours avec un sourire discret. Ces petites interactions, anodines, en apparence, dessinent le portrait d'un homme qui a appris à se fondre dans le décor, à devenir un habitant parmi d'autres. Pourtant, il y a dans sa démarche une élégance naturelle, un charisme discret qui trahit son passé d'artiste. Londres, c'est aussi une ville de mémoire pour Goldman. Des proches laissent entendre que sa femme aimait cette ville, qu'ils y avaient passé du temps ensemble, peut-être lors de voyages ou de moments volés loin de l'agitation parisienne. Les parcs comme Hampstead Heath, où il se promène souvent, ou les salles de concert qu'il évite désormais, sont autant de lieux chargés d'émotions. Un musicien britannique, qui a croisé Goldman dans un pub lors d'une soirée open mic, raconte une anecdote frappante. Alors qu'un jeune artiste reprenait « Comme toi » à la guitare, Goldman, assis dans un coin, écoutait en silence, les yeux humides. Il n'a pas applaudi, n'a pas révélé son identité,
mais son émotion était palpable. Cette ville, avec sa capacité à absorber les histoires sans les juger, permet à Goldman de vivre à son rythme. Il n'est pas rare, selon certains, de le voir arpenter les marchés de Camden ou flâner le long de la Tamise, un carnet à la main. Ces moments, où il semble capturer des pensées fugaces, rappellent qu'il reste un créateur, même s'il ne partage plus ses œuvres. Londres lui offre un équilibre fragile, celui d'être entouré de vie tout en restant invisible, de sentir le pouls d'une métropole sans y participer pleinement. Le silence de Jean-Jacques Goldman est peut-être sa déclaration la plus puissante. En choisissant de se retirer, il a redéfini ce que signifie être un artiste dans une époque obsédée par la visibilité. À 74 ans, il pourrait aisément remplir des stades, publier des mémoires, ou devenir une figure médiatique. Pourtant, il préfère l'ombre, un choix qui intrigue autant qu'il inspire. Ce silence n'est pas vide, il est chargé de sens, de souvenirs, et d'une fidélité à ses propres valeurs. Mais il pose aussi une question. Que reste-t-il d'un artiste lorsque sa voix se tait? Les spéculations sur un éventuel retour vont bon train. Chaque année, des rumeurs circulent. Un nouvel album, un concert unique, une apparition surprise aux ânes foirés. Mais ces espoirs sont systématiquement déçus. Goldman, fidèle à lui-même, reste inébranlable dans sa décision. Un producteur qu'il a connu dans les années 90 affirme qu'il n'a jamais aimé la célébrité, qu'il la voyait comme un fardeau. Jean-Jacques écrivait pour connecter les gens, pas pour être adoré, dit-il. Ce refus de la gloire facile est peut-être ce qui rend son absence si marquante. Pourtant, son influence perdure. De jeunes artistes français, comme Vianney ou Loane, citent Goldman comme une inspiration majeure, non seulement pour ses mélodies, mais pour son humanité. Ses chansons, intemporelles, continuent d'être reprises, adaptées ou redécouvertes par de nouvelles générations. À Londres, il est probable qu'il entende ces échos, peut-être à travers une radio allumée dans un café ou une conversation surprise dans un parc. Mais il ne réagit pas, ou du moins pas publiquement. Son silence, loin d'être un abandon, est une forme de respect pour son art. Il refuse de le diluer dans le bruit du monde moderne. Alors, qui est Jean-Jacques Goldman aujourd'hui? Un homme brisé par le deuil, un sage en quête de paix, ou simplement un artiste qui a dit tout ce qu'il avait à dire. À Londres, dans l'ombre de sa maison, il continue de vivre, d'aimer, et peut-être d'écrire, pour lui seul. Ses chansons, elles, voyagent encore, portant son message d'espoir et d'humanité à travers le temps. Et si ce silence était sa dernière mélodie, une note tenue qui résonne dans le cœur de ceux qui l'écoutent? Qu'en pensez-vous?